La musique dans les camps nazis. Partie 4 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il y a aussi eu la musique très intrusive, parce qu'au-delà même de la musique jouée en live par les orchestres, il y avait celle qui était diffusée sur les haut-parleurs quelquefois la nuit. Les camps étaient tous équipés de haut-parleurs, que ce soit dans les espaces extérieurs ou dans les blocs. Et ça, c'est Georges Semprin qui raconte ça beaucoup sur Buchenwald. Avoir beaucoup entendu la voix de Zara Leander, qui était une chanteuse collaborationniste suédoise, que les SS diffusaient pour leur plaisir, parfois le dimanche après-midi, parfois le soir ou parfois en pleine nuit, effectivement. Cette musique qui réveillait les détenus, qui les empêchait de pouvoir avoir un sommeil un peu réparateur, puisque de toute façon, même dans les blocs, il y avait toujours des gémissements, des ronflements, des bruits. C'était des endroits de toute façon surpeuplés, donc il était très difficile de dormir réellement, mais en tout cas, en réveillant les détenus, c'était une forme d'épuisement supplémentaire qui n'avait pas forcément été pensée comme telle. C'est juste que les SS trouvaient ça très drôle de diffuser de la musique quand ils en avaient envie. Vous parlez des SS depuis le début, mais il n'y a pas que des SS dans les camps. Il y a on va dire, des soldats de la Wehrmacht qui sont obligés d'être là, ou il n'y a que des SS à chaque fois? Ce sont SS. Alors, dans les premiers camps, il y a des SA aussi. Donc, on va dire un peu l'ancêtre de la SS, oui, même si elles ont coexisté. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Mais dans les premiers camps, il y avait des SA qui ont été donc remplacés par des SS. À ma connaissance, il n'y avait pas de soldats de la Wehrmacht. Mais par contre, il y avait donc ces détenus qui avaient rang de capot et donc qui étaient en charge quand même du bon fonctionnement, entre guillemets, disciplinaire du camp. Et d'ailleurs, à tel point que, finalement, la nuit et les dimanches, les SS étaient peu présents dans les camps. Ils étaient majoritairement dans leur garnison. Et ce système de surveillance fonctionnait grâce aux ailes de ces détenus qui jouissaient de privilèges et qui savaient qu'ils pouvaient être remplacés à tout instant s'ils faillissaient dans cette tâche. Donc, de toute façon, avec ce système de terreur organisée, il y avait aussi beaucoup de violence qui pouvait être exercée par les capots, même si on sait que certains détenus capots, certains chefs de bloc avaient un comportement très respectueux et très humain, hein, mais il y avait beaucoup de capots qui étaient en fait recrutés dans les prisonniers qui étaient là pour des raisons de délinquance, donc les criminels allemands, ceux qu'on appelait les triangles noirs, et qui étaient particulièrement cruels et qui se distinguaient aussi, qui savaient que plus ils seraient cruels, plus ils seraient promus. Comme dans le ghetto de Varsovie, d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Peut-être qu'on pourrait revenir sur le système de classification des triangles des détenus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Alors, il y avait plusieurs types indiqués par des couleurs. Donc, ceux qui sont très nombreux à Buchenwald, c'est les triangles rouges. Donc, les personnes incarcérées pour raisons politiques. Mais dans les raisons politiques, on retrouve des Français qui tentaient de passer la frontière pour échapper au STO, par exemple. Donc, ce n'était pas forcément des membres de réseaux de résistance. En tout cas, des gens arrêtés pour des raisons politiques. Donc, ça, c'était les triangles rouges. Et puis, souvent, il y avait la lettre de leur nationalité. Donc là, l'uniforme de Buchenwald, c'est un triangle rouge avec un T, puisque c'était un musicien tchèque. Il y avait donc ces triangles noirs qui étaient les criminels, les triangles verts aussi qui étaient des prisonniers de droit commun, les triangles roses qui étaient donc ces personnes incarcérées en raison de leur homosexualité. Dans les triangles noirs, il y avait aussi toute une population considérée comme marginale. Donc ça pouvait être des prostituées, des souteneurs, mais ça pouvait être aussi des drogués. Et c'est dans cette catégorie que le Reich allemand a intégré en fait les Roms et Sinti qui étaient majoritaires en Allemagne et donc qui étaient ces populations nomades sans domicile fixe, donc qui étaient considérées aussi comme asociaux. Et puis évidemment, il y avait le triangle jaune, donc c'était deux triangles jaunes inversés pour que ça forme une étoile de David, aussi pour les prisonniers juifs. Et puis, il y avait donc, les triangles violets, qui étaient aussi des témoins de Jéhovah, qui étaient réputés en fait pour être des détenus très disciplinés et qui étaient souvent en fait mis au service des logements privés des SS, notamment les femmes témoins de Jéhovah, qui étaient très souvent embauchées en fait comme femmes de ménage parce qu'elles étaient réputées pour ne pas faire de tentative d'évasion. Très bien. Donc, je voulais en revenir aux pratiques tortionnaires musicale et surtout le chant. On le voit dans l'exposition, il occupe une place centrale dans les punitions collectives, puisqu'il s'agit de chanter en allant au travail, quelquefois après l'appel du soir. Et il a une fonction d'humiliation également. Oui, le chant
déjà, ça permet de se passer d'instruments, tout le monde peut chanter. Et puis, c'est cette pratique aussi que les SS avaient eux-mêmes. Ils ont été énormément enrôlés par le chant. Ils chantaient toute la journée pendant leur camp d'entraînement ou de formation. Et ce chant, il peut servir effectivement, juste utilisé comme punition, finalement en moyen d'épuisement supplémentaire, c'est-à-dire effectivement après l'appel qui dure déjà plusieurs heures par tous les temps, forcer des détenus à chanter, ça prolonge en fait la station debout et voilà, c'est générateur d'épuisement supplémentaire. Ça pouvait être aussi donc chanter des chansons humiliantes en étant battu. Ça, c'est très très fréquent dans les camps contre les Juifs, puisque les Juifs, en tant que Juifs, intègrent les camps massivement à partir de 1938, mais ils sont déjà présents dans les premiers camps quand ils étaient arrêtés pour des raisons autres, qui étaient des raisons de résistance politique, par exemple. Ouais. Et donc, les Juifs qui étaient dans ces premiers camps étaient systématiquement plus maltraités. Donc, les punitions à leur égard étaient très fréquentes. Alors, c'était les obliger à sauter, vraiment à s'épuiser physiquement en chantant. Très souvent, lors d'arrivées de convois, où il y avait des juifs qui étaient en habits religieux traditionnels ou des rabbins. Ils étaient forcés à chanter des psaumes religieux en étant battus. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très documenté, qui était très fréquent. Ça ne s'attaquait pas qu'aux juifs, puisqu'il y a eu le même genre d'exemple avec des prisonniers communistes qui ont dû creuser leur tombe en chantant l'Internationale. Donc, c'est voilà, cet usage très sadique, finalement, comme une façon un peu de faire parjurer. Enfin, ça, c'est très documenté en fait dans les techniques de torture. C'est ce qu'on appelle la transgression des tabous presque. Là, il y a un côté en fait abjuration de la foi ou de l'idéologie par la destruction pendant qu'on chante un répertoire qui est cher. Est-ce que ça c'était prévu, écrit en très haut lieu et donc ensuite diffusé dans tous les camps, ou c'est chaque camp a sa propre technique entre guillemets? Alors justement, c'est ça aussi qui m'a beaucoup surprise, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les politiques musicales sous le Troisième Reich. Et donc, j'ai regardé les centaines et milliers de pages du journal de Goebbels. Ouais. Goebbels ne parle jamais des camps de concentration, en tout cas ne parle jamais d'activités musicales dans les camps de concentration. Je n'ai jamais trouvé aucun papier qui fasse mention des activités musicales qu'il devait y avoir dans les camps. Parfois, certains ordres de commandants de camps mentionnent l'autorisation de chanter le soir, mentionne l'obligation d'apprendre des chants ou d'entonner des chants au départ et au retour, mais il n'y a pas justement eu de directive en haut lieu. Et c'est ça qui montre que finalement, c'est une transposition de ce système d'embrigadement très répandu en fait, sous le Troisième Reich. Donner une matraque à quelqu'un et il va s'en servir et il va aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, et effectivement, c'est vraiment en fait le sadisme, la bêtise qui sont encouragés. Je trouve qu'on voit très bien ça dans cette photo qui avait fuité dans la presse, où on voyait une soldate états-unienne dans une prison où elle était en train de sourire à côté d'un détenu qu'ils avaient forcé à se déshabiller. Là, c'est typiquement qui a la pire idée, la met en pratique, et si on trouve ça drôle, on la poursuit. Donc c'était vraiment ça en fait. Et d'ailleurs, les SS eux-mêmes appelaient ça de la chicanerie. C'était un peu l'humour SS. Et donc ce sadisme, évidemment, il était très répandu parmi les tortionnaires, mais il n'y a pas eu de décision. Et même si on regarde officiellement les textes qui régissent le fonctionnement des camps, normalement, ce genre de pratique aurait été interdite. Normalement, parce qu'il n'y avait pas le droit officiellement d'infliger gratuitement des douleurs. Évidemment, c'était fait tout le temps, mais officiellement, c'est pas autorisé. Ouais, c'est-à-dire qu'ils pouvaient donner ça à la Croix-Rouge, éventuellement. Je suis même pas sûre. Je sais même pas en fait. C'est vraiment le règlement des camps établi par Theodor Eicke. Je pense que c'est quand même un peu comme un vade-mecum pour les commandants, mais c'est juste qu'il n'y avait aucune surveillance qui était exercée. Autre forme de sadisme très prononcée, j'ai découvert, c'était les chevaux chantants à Sachsenhausen. Ça, il y avait ça dans plusieurs camps. C'était le surnom qu'on donnait aux commandos de travail, souvent à l'intérieur du camp, donc qui devaient tirer une charrette à la place de chevaux et qu'on obligeait à chanter pendant ce travail-là. C'est pour ça qu'ils avaient ce surnom-là. C'était très souvent, encore une fois, justement, des détenus juifs. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.